Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À tous ceux qui espèrent pouvoir encore voyager autrement que dans leur tête. Avant-propos. Cet été 2003, je suis parti en vacances et j'ai rejoint ma famille en Bretagne. Là, j'ai été stupéfait d'être reçu comme un héros et je me suis posé la question. Qui étais-je en fait? Un héros de bande dessinée? Un mythe? Si mes souvenirs sont bons, j'étais quelqu'un qui était en marge de la société. Tous ceux que je rencontrais me racontèrent mes péripéties du temps où j'étais libre. Mon passé revenait à la surface et là, j'essayais de me souvenir qui avait été le Caire. Ma tante racontait aux autres. Il existait un homme qui n'avait peur de rien, qui était plein d'honneur, qui ne parlait pas, qui ne se vantait pas, qui essayait d'être discret. Quand il était au volant d'une voiture, on ne savait jamais si elle était à lui ou s'il l'avait simplement empruntée pour cacher un coffre. Et mon cousin, en me voyant, s'étonnait qu'en dépit de ses exploits, le grand Caire n'était en fait qu'un petit homme discret qui ne parlait toujours pas. Les femmes gardaient au fond de leur cœur l'image du Don Juan que j'avais été dans ma jeunesse. Même les gendarmes qui m'ont contrôlé se souvenaient. Tous ces souvenirs m'ont peiné car après 20 ans de prison, je me retrouvais à être chauffeur dans une association caritative, ma conditionnelle de 10 ans ne se terminant que dans 3 ans. Avais-je vraiment été, comme dans le souvenir de ces gens qui m'aimaient, ce grand Caire mythique, moi qui maintenant ne pouvais plus voyager à ma guise sans en rendre compte aux autorités judiciaires? Alors malgré la peine et le chagrin, crevons l'abcès, souvenons-nous. Le verdict. 9 avril 1978, fin d'une longue cavale de plus de 3 ans. 12 avril 1981, nous sommes enfin jugés à Riom, nous étions 12. Cour d'assises, ambiance très tendue, beaucoup de renforts de police car les prévenus étaient réputés dangereux. À l'époque, il y avait encore la peine de mort et comme les chefs d'inculpation concernaient des vols à main armée, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, prévenus et avocats étaient très angoissés. Il y avait 9 jurés, qui avaient été choisis quelque temps auparavant. À l'appel de leur nom, ils se sont levés dans la salle et sont venus s'asseoir à côté du président et de ses assesseurs. Il y a eu 3 refus de la part des avocats de la défense. Un paysan, un commerçant arabe et un enseignant. Le procureur avait demandé pour moi 20 ans. Le procès a duré 15 jours, mauvaise période pendant les élections présidentielles avec une forte implication politique. Monsieur Badinter avait déjà proposé de supprimer la peine de mort, donc les verdicts ont été très sévères pour faire un exemple. C'est à partir de ce moment-là qu'on a multiplié les condamnations à perpétuité. Dans les 10 ans qui ont suivi la victoire de la gauche, il y a eu à peu près 400 condamnations prononcées. Étant donné la plaidoirie du procureur, l'aumônier et l'avocat m'ont rassuré. 20 ans dans 15 ans Joseph, tu es dehors. Mai 1981. On nous fait sortir un par un de nos cellules où nous étions isolés, alors que nous n'avions pu nous laver que sommairement dans la cour et avec un miroir si petit que l'on ne pouvait savoir si on était bien rasé ou pas. Nous sommes tous réunis dans la salle d'audience et le verdict tombe. Jacques L. 5 ans dont 18 mois ferme. Georges B. 5 ans dont 18 mois ferme. Roger R. 7 ans. Michel D. 9 ans. Jules R. 7 ans. Fernando S. 12 ans. J-Marc Tom 12 ans. Philippe B. Réclusion criminelle à perpétuité avec acharnement du procureur car il avait déjà un lourd passé judiciaire. Joseph Stimbar. Réclusion criminelle à perpétuité alors que j'étais condamné pour la première fois. Quand le verdict a été prononcé, la salle a hué le jury. Mon avocate est devenue blême et moi, parce que j'étais très fatigué d'avoir été maltraité psychologiquement pendant ces 15 jours, je n'ai eu qu'une envie, me retrouver seul dans ma cellule et dormir. L'accident. Quand on est à l'extérieur, on se dit toujours « Nous, on est à l'abri de tout », on ne pense jamais à ce qui peut arriver. La prison, c'est comme la mort, c'est à portée de tout le monde, n'importe quel individu peut y entrer. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a bien longtemps. Le contexte de l'époque n'était pas le même, il y a eu de l'évolution depuis dans le domaine de la justice. Ici en France, on a la justice la plus sévère d'Europe.
C'est une banale histoire d'autostop. Je n'avais pas de moyen de locomotion pour rentrer chez moi, à Nantes. J'étais avec mon cousin et ma femme. Une voiture s'est arrêtée. Que ce soit une 2CV ou une Mercedes, on n'a pas le choix, on monte. Le gars avait 30 ans à peu près. Il était cool, il nous parlait tranquillement, nous a demandé si on aimait la vitesse. Mon cousin était à l'avant, j'étais à l'arrière avec ma femme. On arrive à la Patte d'Oie à Vierzon. Le chauffeur suivait une Ford Granada, il aimait bien faire de la vitesse, la Ford double, lui met le clignotant et suit, il roulait au moins à 150 ou 160. Une GS venait en face, la Ford a pu se rabattre mais nous, on l'a prise de face en haut de la côte. Le choc fut très violent, dans ma mémoire tout s'est passé au ralenti. J'ai appelé mon cousin, il était sous la voiture. Moi j'ai été éjecté par le toit, j'ai été traîné sur la route, il ne me restait plus d'habits, plus de chaussures, plus de chaussettes. J'étais aussi nu que lorsque Dieu m'avait créé. Je cherche ma femme qui n'avait rien. Mon cousin criait de l'eau, il avait le crâne défoncé, le conducteur avait disparu. Mon cousin est parti en ambulance à l'hôpital. Je suis parti avec ma femme voir mon oncle, qui s'étonnait de ce qu'on avait fait. J'ai été convoqué chez les gendarmes pour témoigner, et je fus stupéfait de leurs questions. Où avez-vous volé cette voiture ? Je passe au tribunal, contrôle judiciaire 6 mois dont 3 mois ferme, mon cousin prend 1 an dont 6 mois ferme, ma femme rien. J'ai refusé de faire les 3 mois car j'étais innocent. Je me suis mise en cavale, et là c'est le début. Petit vol de coffre, cambriolage, enchaînement de vols, je me retrouve à la tête d'une bande de voyageurs car on m'écoutait. Tant que les choses sont restées entre nous, il n'y a pas eu de problème. On se faisait confiance, c'était nous les maîtres, personne n'avait le droit de rentrer dans notre cercle. Si quelqu'un se vantait de ce qu'il avait fait, il était exclu, s'il parlait trop c'était pareil. On ne voulait aucun bruit. Les enquêteurs ont dû enquêter plusieurs années, car on était très solidaires. On nous soupçonnait, mais on n'avait aucune preuve. On ne pouvait pas nous attraper. Les plus grands enquêteurs de France se sont mis sur notre dos, sans succès. Un beau jour arrive dans notre bande le cousin de mon oncle, qui travaillait avec des voyageurs. On a réfléchi longuement avant de travailler avec ces gens, et là ça a été la chance pour les clistés et notre malheur. L'un arrachait les portes à coups d'épaule, tout en muscles, un autre en savait toujours plus que les autres, un autre se croyait plus intelligent que nous. Finalement, on se retrouve du côté de Clermont-Ferrand avec des amis à nous. Je laisse B à Clermont et je reviens à Nantes. B va à la chasse aux lièvres. Au bout de la route il y avait un barrage, il essaie de passer mais les clistés tirent. Il y avait T au volant, B à côté de lui, derrière monsieur et ses 2 petits-neveux de 15 ou 16 ans, la voiture est criblée de balles. Au lieu d'aller directement à l'hôpital, il passe chez le frère de monsieur et change de voiture. Monsieur est mort à l'hôpital, lui n'y était pour rien. B me rejoint à Nantes, tellement affolé. Il conseille à T d'aller vers les clistés avec la voiture criblée de balles pour faire croire à un accident de chasse, mais T a été interrogé sur toutes les affaires et il a tout reconnu. Je savais que T nous balancerait, c'était un gadjo. On était décidé à le faire s'évader de la gendarmerie, pour l'empêcher de parler. C'est en prenant de l'essence à une station-service qu'on a entendu à la radio qu'un des membres des Cagoules Rouges avait été arrêté et avait tout balancé. À la radio, ils ont donné nos noms. Ensuite elle a été pris et s'est mis à table, les voyageurs sont tombés les uns après les autres. Je suis tombé le dernier, 7 mois après B, 1 an après l'arrestation de T. Premier est reparti, souvenir, des jours heureux. Le Berry. Je suis né dans le centre de la France à l'hôpital des Sœurs à Beaugency, en 1956. Avant moi il y avait la Nade et le Gallia, mes frères. Je naquis entre la Sologne et le Berry, pays des sorciers. On m'a baptisé à ma naissance. À côté de l'hôpital il y avait un asile de fous, et une petite femme venait voir ma mère régulièrement, attirée par le bébé. Alors ma mère l'a choisie comme marraine, et comme je n'avais pas de parrain, on a pris le Christ qui était sur la croix au-dessus du lit de ma mère. Il faisait très froid en ce mois de mars 1956 et ma mère a pensé qu'il fallait me faire baptiser tout de suite au cas où,
car j'étais très chétif. Mon père et ma mère voyageaient en caravane à chevaux. Mon père était étameur, il réparait les bassines, les casseroles, les écumoires. Ma mère vendait de la dentelle, des boutons, des aiguilles et les paniers que mon père fabriquait. C'était une belle période car la guerre était finie depuis 11 ans et les gens avaient besoin de tout, alors ils les accueillaient bien. On pouvait facilement échanger des paniers contre des poules, des légumes. On vivait au jour le jour, à peu près sûr d'avoir le lendemain de quoi manger. Personne de chez nous n'avait acheté de terre ou posé la caravane. Nous, on voyageait surtout entre le Cher et la Bretagne pour retrouver la famille. Les tombes du côté de ma mère étaient dans le Cher, celles de mon père étaient du côté de Bordeaux. Pour se retrouver sur la route, on faisait le tour des places désignées. Petits emplacements dans les villages ou les bourgs sur lesquels le maire nous permettait de rester 48 heures ou plus quelquefois. On y retrouvait parfois le curé de la Salette, qui avait caché les parents de ma mère pendant la guerre, celui-là même qui a élevé Hervé Villard, enfant de l'assistance, qui est aussi un ami de ma mère. Il y avait aussi une institutrice, Madame Dohan, la Gadji Manouche. De temps en temps elle nous prenait avec elle dans sa panarte, où elle nous cachait sous une couverture pour pas qu'on nous voie, parce que les Gadjis n'aimaient pas les voyageurs. Elle nous emmenait dans sa classe pour nous apprendre les rudiments de l'alphabet. Elle avait aussi caché mes parents, pour les mettre à l'abri des recherches des Allemands. C'est là à Fussy que 25 ans plus tard, revenant de Belgique avec ma collègue Marie d'une rencontre d'une semaine entre voyageurs tziganes et touaregs, sur le thème du nomadisme, j'ai voulu retrouver les lieux de mon enfance. On m'avait dit qu'elle était morte, et là, je l'ai retrouvée qui faisait ses bagages pour partir en maison de retraite. J'ai voulu lui faire un cadeau de notre livre mémoire, Le Cri des Romanos, mais elle l'a refusé car elle était aveugle et elle nous a dit « Vous arrivez trop tard, il y a 50 ans vous auriez dû vous battre pour défendre le droit de voyager. » Elle m'a dit aussi « Je n'aurais jamais pensé que tu puisses un jour écrire car tu étais trop bandit. Ton frère Galia était plus doué. » Et encore, la religion évangéliste ne vous a pas aidé à garder vos traditions, ni les catholiques d'ailleurs. Les Américains. Mon enfance a été marquée par la présence des Américains dans le Berry. La famille parlait toujours de la guerre. Alors pour nous les jeeps, les tanks et les GMC qui faisaient des manœuvres, c'était encore la guerre. Leur camp en Sologne, leur base, dont celle de Châteauroux, nous attirait beaucoup, nous les enfants. Il nous a fallu quelque temps pour comprendre qu'ils n'étaient pas là pour nous éliminer, car les souvenirs liés à l'occupation allemande étaient encore très présents dans nos mémoires. Ensuite ça a été un jeu entre nous et les Américains, car à chaque manœuvre on courait sur la route et on faisait le V de la victoire avec mes frères et mes cousins, et ils nous lançaient du chocolat et du pain de mie. À l'époque il y avait la NAD, le Galia, le Jacques était trop petit pour nous suivre, il y avait aussi mon cousin Zinguin avec lequel j'ai partagé le même berceau. Ma mère et sa mère nous allaitaient tantôt l'un, tantôt l'autre. On disait qu'on était de la classe 56 et on en était très fiers. Ensuite on s'est apprivoisé avec les petits Américains des camps. Ma mère et mes tantes allaient vendre des paniers et des dentelles dans les camps qui étaient à Salbris, à la Fertimbault, à Châteauroux. Il y en avait d'Orléans jusqu'en Beauce. Ils nous achetaient nos paniers et nous donnaient des vêtements andins et des bottes de cow-boy. Avec les enfants on jouait aux cow-boys et aux Indiens. Les plus vieux allaient chasser le faisan avec des lance-pierres. En Sologne, il y avait beaucoup de caravanes à chevaux. Les Américains étaient très étonnés de voir qu'en France des gens vivaient comme leurs ancêtres au siècle dernier. Il y avait beaucoup de curiosité de leur part. Malgré tout, il y avait des bagarres de temps en temps. Un jour, mon père se fit coincer par deux gros noirs car il se trouvait dans un endroit destiné aux manœuvres, où il était interdit de circuler. Mon père était d'une souplesse incroyable et en 2-3 pirouettes arrière il s'est dégagé et s'est précipité dans notre traction avant. Toutes leurs grosses voitures, ces Cadillac, Pontiac et Chevrolet nous faisaient rêver. Bon nombre de voyageurs ensuite ont acheté ces voitures, très utiles pour tirer la caravane et remplacer les chevaux. La Cadillac en avait 40 sous le capot. À leur départ, ils ont fait de grands trous dans le sol et ont enterré le matériel, Jeep, bulldozer. Quand ils ont dû partir en 1963 à la demande du général de Gaulle,
ils étaient tellement en colère qu'ils ont préféré détruire le matériel. Ils ne comprenaient pas qu'après avoir été accueillis comme des libérateurs, on leur demande de quitter la France du jour au lendemain. Malgré tout, certains bien renseignés, ont réussi à faire un commerce fructueux avant leur départ. Pierrot. Il y avait aussi un endroit qui s'appelait Saint-Just, à côté de Bourges, où on était très connu des gadgets, la Monique de l'épicerie et le père René, le garde champêtre. On stationnait auprès de la petite rivière qui s'appelait l'Arnon. C'est là qu'on a rencontré Pierrot, Micheline et Jeannot, les enfants du père René. Nous, on allait en pèlerinage à Sainte-Solange, mais c'était pour y prendre les sous que les gadgets jetaient dans la fontaine miraculeuse, pour nous acheter des glaces. Là-bas aussi, on trouvait les plus gros brochets de la région. On faisait des concours de pêche avec des cannes, que l'on fabriquait avec des bambous et des anneaux en cuivre. En guise de moulinet, il y avait un gros fil de fer attaché avec du caoutchouc et les bouchons étaient en liège. Nous les garçons, on était très liés avec Pierrot. Un beau jour en revenant sur ce terrain, quelle ne fut pas notre stupéfaction d'apprendre que le père René avait fait placer les enfants à la DAS. Pour nous c'étaient ses enfants, mais en fait ce n'était qu'une famille d'accueil et la DAS les avait repris. On était tellement liés avec le Pierrot, que mon père le considérait comme son fils. Il s'est renseigné, et un jour il est revenu avec le Pierrot qui est resté chez nous jusqu'à son mariage. Les deux autres enfants ont été placés ailleurs. C'était un garçon qui était allé à l'école. Il lisait des romans policiers à mon père, dont Les Aventures d'Abilène. Pierrot s'est marié avec une voyageuse, il a eu 10 enfants, il faisait les paillassons, la ferraille et les marchés. Il est mort en 2002 d'un cancer, mes frères l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure. C'était pour nous le 11e enfant de la famille et l'aîné. Voleur de poules. Un jour, dans ma famille du côté Winterstein, il y a eu des vols de poules ou des carreaux cassés à cause des lance-pierres, je ne sais plus. Le fait est qu'une nuit ma cousine se mit à crier « Sungi, Sungi ». Lui sort de la caravane et voit devant lui un grand gaillard d'1,80 m, à qui il donne une grande gifle sans savoir qui c'était. C'était en fait un clisto. Mon cousin l'attrape, le couche par terre et lui donne un coup de poing. Pendant ce temps mon autre cousin Michel était aussi assailli par des clistés. Malgré tout, il arrivait à frapper car ils étaient très costauds du côté de ma mère. Le bébé s'est caché sous la campine, seuls ses pieds dépassaient, ils l'ont tiré par les pieds. Il s'est débattu, Nayo mour clisto credim tu kichi, non mon bon gendarme, moi je ne t'ai rien fait. Ils l'ont jeté dans le camion. Le lendemain, ils sont venus avec un autre clisto qui faisait du catch. Mon cousin s'est mis devant lui, tiens je vais t'en donner moi. Un coup de poing et le clisto s'est retrouvé par terre. Quand les clistés contrôlaient, ils n'avaient pas de mandat de perquisition. Quand ils cherchaient quelque chose, ils regardaient directement dans les marmites qui étaient sur le feu pour voir s'il y avait des poules. La Sologne. À l'époque, mon père avait donné son camion pour les 2 juments, la Cali et la Loli. Des places, on en trouvait facilement. On gagnait bien notre vie. Ma mère allait chiner de la dentelle, échanger des paniers contre des poules. Sur les places, il y avait parfois 30 à 40 caravanes à chevaux alignés. Pour se retrouver, car on ne partait pas tous en même temps, les premiers faisaient des tsairis, sorte de signes sur la route avec de l'herbe et de la terre. Le nomadisme était toléré même s'il y avait des pancartes, interdits aux nomades. Sur les places on pouvait s'arrêter partout pour 24 ou 48 heures. Moi j'étais braconnier. Pour le lièvre il ne fallait pas s'arrêter. Notre seule arme c'était le lance-pierre, on prenait une pierre ou un boulon, on revenait en arrière, on rechargeait le lance-pierre, on visait la tête et on sautait dessus. On tirait au gîte, quelquefois même si on ne le voyait pas on se disait « Tiens le corps doit être là », et au hasard on tirait sur la tête. Pour le faisan c'était pareil, on ne chassait pas, on braconnait simplement pour manger. À l'époque il y avait moins de délinquance, bien sûr il y a eu des délits d'assises ou de correctionnels, mais aujourd'hui j'en suis bien conscient. Il y a plus de délinquance à cause de tout ce matériel qu'il faut acheter. Maintenant on ne peut plus circuler avec une vieille voiture ou une vieille caravane. Un jour je marchais derrière mon père lorsque je vis dans un champ un tas de vipères. Mon père ne l'avait pas vu mais quand je lui dis « T'as vu mon père ?»
Il se mit à taper dessus avec ses sabots, il tapait, il sautait et finit par se retrouver assis par terre en me disant « T'es fou mon fils, regarde ce que tu me fais faire. » Le petit Trickman. Mon grand-père s'appelait Lolo le Rouge, et vivait dans le centre de la France. Tous les gadgets appelaient ma grand-mère Lolotte, et vers les manouches, Lotta. Cette vieille femme était extraordinaire. Elle avait un tas de petits-enfants, mais elle ne faisait pas de différence. Elle partait, elle se coupait des salis sur les buissons et faisait des petites corbeilles lacées qu'elle vendait très bien. Elle avait ses clients, à l'époque le porte-à-porte n'était pas un délit, donc elle pouvait chiner. Elle était très vaillante. Pour les voyageurs c'est un mot important, vaillante. J'avais une cousine qui chinait beaucoup plus que les autres et vendait bien, on disait, c'est pas normal. Pour tous les voyageurs, cette femme elle avait le petit Trickman, c'est-à-dire le lutin, le petit Albert, un petit livre qu'il fallait lire aussi vite à l'endroit qu'à l'envers et là tu avais toutes les choses possibles. Pour moi ce livre existait. Tous les matins elle donnait du vin blanc et des biscottes au petit Albert, et le matin tout avait disparu. Pour nous c'était évident et maintenant, malgré les années passées, je ne peux pas dire que ce n'était pas vrai. Venez avec nous manger l'écureuil. Un jour on stationnait dans un endroit appelé Théier. C'était magnifique, on s'arrêtait partout, c'était nos endroits. On pouvait rester 15 jours, un mois. C'était au bord d'un petit ruisseau, dans l'Allier. On avait des camarades de la DAS, Didier Chevreau et l'autre s'appelait Alain, c'étaient 2 frères. Avec Galia, la Nade on allait chercher des niglis. On allait très peu à l'école, on a sympathisé avec eux. Venez avec nous manger l'écureuil. Au bord de cet endroit, il y avait un buisson plein d'aspics. On y a mis le feu pour les faire fuir. Malgré les aspics, mes parents sont restés. Quelques jours plus tard, on est allé chercher les écureuils dans les buissons, on les a mangés à la broche. Ça sent bon, nous dirent-ils. On leur a quand même avoué que c'était des hérissons. Ils les ont trouvés très bons. Il y a une odeur spéciale pour le niglo, c'est attirant. La carrière des Pointes. À Paimpol, en Bretagne, on stationnait dans une carrière, la carrière des Pointes. Ma mère faisait beaucoup de petites corbeilles lacées en pointe, d'où son nom. Il y avait un homme qui venait faire des cascades avec sa moto à cet endroit. Quand on partait, on demandait à revenir à la carrière des Pointes pour retrouver le cascadeur. C'était notre animation à nous. Un beau jour, il a disparu. En fait, les gendarmes nous ont dit qu'il était mort dans la carrière. Depuis ce temps-là, plus personne n'est venu stationner dans la carrière des Pointes. Joseph Timbar. Mon grand-père s'appelait Joseph, comme moi. J'étais son filleul, j'étais très proche de lui. Un jour, quand je l'ai vu ouvrir la gueule de la jument pour lui limer les dents, je me suis demandé ce qu'il faisait. Il lui a aussi limé les sabots, il a teint le cheval. Mon grand-père était un redoutable maquignon. Il partait avec sa caravane. Devant dans les limons il y avait un cheval, dans les palonniers il y en avait un autre et derrière 2 ou 3 autres. Mon grand-père était remarié avec une furmane et elle n'avait que des filles. C'étaient donc les filles qui s'occupaient des chevaux. Le cheval qu'il avait teint, il l'emmena à la foire en disant « Ce n'est pas de la haine, tu vas en avoir pour ton argent. » Il avait fait un bon coup de commerce. Il avait échangé le cheval contre un charentais, une grande bourrique bien solide, plus de l'argent. Il avait même un cheval qui s'abaissait, il l'avait dressé pour la contrebande. Pour moi c'était un monument cet homme, il connaissait tellement de choses. Il avait le savoir dans les mains et dans la tête. Il était très intelligent. Je ne l'ai pas connu longtemps. Il est mort, on ne sait pas comment. Pour moi sa mort bizarre est encore une douleur. Xavier Winterstein. Mon grand-père maternel s'appelait Lolo, de son vrai nom Winterstein Pie Xavier. Il était venu de Budapest. Il avait une des plus grandes maisons de Saint-Pierre. Ma grand-mère Lotta faisait les tournées avec mes oncles et mes tantes, 5 garçons et 3 filles. De drôles de garçons, dont l'un s'est engagé dans le maquis, un autre y est mort à Bourges où il y a son nom sur le monument aux morts. C'étaient des gens qui n'avaient pas peur, toujours en action. À cette période les gens fuyaient, Français et voyageurs. Les Français ont fait du nomadisme pendant la guerre, ce qui leur a sauvé la vie, y compris les Juifs.
Toute ma famille est allée dans les camps. Les gens communiquaient en Shinto que ne comprenaient pas les autres. De là l'importance de la langue Shinto, de ne pas l'écrire, de ne pas la faire connaître à travers les gadgets. Les manouches parlent très peu de cette période, ça a été fait, c'est du passé, ce n'est pas en parlant qu'on va faire quelque chose. C'est dommage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.